là-dessus. Ah bon, OK. Et au niveau des orifices, des yeux, la bouche, les autres orifices existants, ça se bouche, ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, les yeux sont fermés utilisant ce qu'on appelle des couvre-œils. Ah, OK. On insère ça sur l'œil et ça va garder les paupières fermées. Ah, il y a comme des petits crochets, là, effectivement. Des petits crochets, donc la paupière s'accroche dessus. Exactement. Il y a d'autres préparations. Fermer la bouche, faut pas que ça... Exactement. On ferme la bouche avec de la colle, de la simple colle Crazy Glue pour qu'elle reste fermée. Puis la mâchoire et tout ça, c'est assez pour tenir la mâchoire, non? On utilise une aiguille courbe pour aller faire ce qu'on appelle le contour mandibulaire. On va faire le contour de la mandibule inférieure et ensuite aller dans le septum nasal pour aller chercher la partie supérieure et inférieure de la mâchoire. Les deux os de la mâchoire, là, pour les tenir ensemble. Avec de la corde comme ça, tout Exactement. Le maquillage, ça, c'est une étape assez importante aussi. On dit tout le temps. C'est la touche finale qui va faire que la personne reconnaît le défunt ou pas. La fameuse phrase « et qu'ils l'ont bien arrangé ». Exactement. C'est là, là. Exactement. Et c'est toi qui fais ça? Oui, oui. Il y a certaines maisons funéraires qui vont utiliser du maquillage qui est spécialement fait pour les défunts. OK. Donc, qui est acheté dans des compagnies de fournitures funéraires. D'autres compagnies vont utiliser du fond de teint, du rouge à lèvres qui est utilisé par les vivants. Donc, c'est vraiment selon la préférence des embaumeurs à ce moment-là. Mais est-ce qu'il y a des cas difficiles des fois? Est-ce que ça arrive des fois que tu arrives, oh boy, par quel bout je vais prendre ça, là? C'est certain que les personnes qui sont décédées dans des accidents automobiles ou qui sont vraiment très abîmées, c'est des cas qu'il faut planifier quasiment une journée complète pour les préparer. Ça prend un plan d'action, être certain de ce qu'on va utiliser comme... Parce que là, tu dois avoir de la chirurgie presque à faire. C'est quasiment de la chirurgie plastique, effectivement. Il faut replacer les os au bon endroit, aller replacer les chairs sur les bons os. Donc, c'est du travail de longue haleine. Là. De longue haleine. Pour, après ça, maquiller pour que ça... Exactement. Mais c'est ce qui est le plus, en même temps, le plus récompensant. Si la famille trouve que la personne se ressemble quand même, malgré ce qui est arrivé, l'accident, c'est là que nous, on a notre gratification. Là. C'est un symbole de réussite. Et c'est quoi qui t'a amené à ce choix-là? J'ai toujours eu une passion pour ce qui est anatomie, biologie, mais aussi en même temps pour l'histoire et l'anthropologie. Donc, surtout spécialement les rites funéraires des civilisations anciennes. Oui? Donc, les deux ensemble ont fait que c'était le métier qui était fait pour moi, en fait. Bien, merci beaucoup, Philippe. Bien, ça fait plaisir. Merci. Là, on se retrouve à l'extérieur parce qu'après l'étape de thanatopraxie, il y aurait, selon le rite des familles, une cérémonie, une exposition, selon le choix des familles et tout ça. Maintenant, dans le cas qui nous concerne, on va aller directement au cimetière, et ça avec Marc-André, qui est directeur des funérailles. C'est bien ça? Exactement. Alors, Marc-André, ton rôle commence, toi, quand la cérémonie ou l'exposition se termine, c'est ça? Exactement. Normalement, le rôle du directeur de funérailles, en gros, c'est vraiment de partir de ce que la famille a décidé. Vraiment, les arrangements qui ont été pris. Nous, on les prend en charge à notre arrivée au salon. Là, bien sûr, présentement, nous sommes à l'étape de quitter le salon. Donc, pour l'instant, on se rend au cimetière, exactement, selon ce que la famille a désiré. Alors, on va y aller? Oui, on va y aller. On ferme la porte, j'imagine, hein? Normalement, c'est préférable. Parfait. Et là, tu vas être à la tête du cortège. Oui, exactement. Normalement, il y a plusieurs personnes qui te suivent, les fleurs et tout ça. Oui. Faut pas klaxonner. C'est pas là qu'on klaxonne, hein? Non, non, non. Ça, c'est une autre situation. Une autre affaire. Parfait. Je peux embarquer avec toi? Exactement. Allons-y. On va y aller? J'ai un 8 qu'il y a là-dedans? Oui, exactement. Bien, connais ça, hein? Alors là, on est au cimetière Notre-Dame-des-Neiges où nous attend Daniel Cyr, directeur des opérations. C'est bien ça? Oui, bonjour. Merci. Marc-André, c'est ici que commence à prendre fin ton travail, là. Exactement. Et donc, on arrive avec notre cercueil. Il y a plusieurs lieux de disposition du corps. Il y a 3 lieux de disposition qu'on va voir aujourd'hui. La disposition traditionnelle, donc en cercueil en terrain. En terre. On va aller voir en terre, oui. On va aller voir une mise en crypte dans un mausolée. OK. Et aussi notre crématorium pour la crémation et la disposition de l'urne, soit dans un columbarium intérieur ou extérieur. OK. Bien, on va aller voir ça. Marc-André, merci infiniment. Un bon conducteur. Plaisir, monsieur. Pas eu peur pantoute. Non. Excellent. Merci. On va voir ça.
Daniel, ici, c'est immense, le terrain. Le cimetière est très, très grand. Hein? C'est impressionnant. Tout à fait. Écoute, c'est le plus grand cimetière au Canada. OK. Et le troisième en importance en Amérique du Nord. Ah oui? C'est 341 acres de terrain avec 55 km de chemin asphalté. Donc, il y a encore de la place, quand même. Il y a encore de la place pour des décennies devant nous. Là, on est sur une section en développement. C'est ça. Une section en développement ici. On est à creuser, préparer une fosse. Ici, c'est des terrains qu'on appelle de type enrangé. Donc, on voit la fondation. Là, on la voit un peu moins, mais... Pourquoi une fondation? Ça, c'est du béton? C'est du béton à 4 pieds de profond pour aller en bas du gel. Comme ça, quand on met un monument sur le dessus, oui. OK. Avec le gel, ça l'empêche le monument de bouger. Donc, on sait que le gel fait soulever à bas de 4 pieds. Le monument ne le lèvera pas. OK. Donc là, ça veut dire que tout le terrain est déjà préparé? Préparé. Ici, ce qu'on appelle sont des fosses 3 pieds par 10 pieds. OK. Qui sont des fosses... 3 pieds comme ça, 10 pieds comme ça? C'est en plein ça. Qui sont des fosses qu'on appelle régulières, qui sont les plus demandées. On dit toujours on est enterré sous pied sous terre. C'est bien là. C'est 6 pieds, là. Ici, on a le mausolée Esther Blondin. C'est notre plus récent, qui a été inauguré en mai 2008. Oui. Contient environ un peu plus de 5600 cryptes. Des cryptes. Des cryptes. Et une superficie totale sur 2 étages de 66 000 pieds carrés. Donc, c'est un grand bâtiment. Un des plus grands, je pourrais dire, mausolées construits au Québec. Et là, quand on parle de cryptes, là, tous ces murs-là, c'est pas juste des murs de Non, il existe... de marbre, là. Non, ce sont des cryptes, oui. Ici, on va assister à l'ouverture d'une crypte pour préparer une mise en crypte. OK. Une mise en crypte, oui. Elle est vide. On se rassure, vide. Oui, elle est vide. Donc, les employés, présentement, savent faire enlever... Les petites rosettes qui retiennent la plaque de marbre. OK. Si on regarde à l'intérieur qu'elle est ouverte, bon, il y a un visuel qui se fait. On voit à l'intérieur qu'il y a une membrane qui a été mise, mais j'attire juste attention à cette petite feuille de plastique qui, elle, semble anodine, mais lorsqu'on va... Comme un téflon. C'est ça. Lorsqu'on va rentrer le cercueil à l'intérieur, ça va glisser, on n'entendra pas de grinchement. Parce que je pense... Tout ça encore pour une question de dignité. Tout à fait. De ne pas sentir que le dernier s'en va dans son dernier repos. Hein? Tout à fait. Okay, tout à fait. C'est ça. Et là, si je comprends bien, tout ça, c'est comme des alvéoles de béton. J'imagine que tout le mur, toute la bâtisse, c'est fabriqué comme ça. C'est un peu une petite ruche d'abeille, on peut dire, à l'intérieur du bâtiment. Là, c'est un emplacement simple. Tout à fait. Pour une personne. Pour une personne. Comme je vois à côté, là, entre les deux, là, il y en a une, c'est double. Tout à fait. Donc, un couple peut désirer d'être inhumé ensemble. C'est ça. Donc, c'est soit latéral ou comme celui-ci en longueur. Dans ce sens-là. C'est ça. Alors, Daniel, ici, on est dans le salon de crémation. C'est ça, tout à fait. Le salon de crémation, oui. Quand on choisit d'être incinéré, là, comme on dit, là, ça se passe ici. C'est une bonne chaleur, hein? C'est le four, là. Ça, c'est le four, oui. Il n'est pas en action, là. La chaleur est conservée dans la brique. OK. Comment ça se passe, tout ça, ici? La personne va être introduite dans le four avec son jeton de suivi qui indique son numéro de crémation ainsi que l'année. Donc parce que pour la traçabilité des cendres, c'est ce qui va suivre le défunt à partir du moment qu'il rentre à l'intérieur du four. Ah, OK, parce qu'une fois brûlé, là, la couleur des cheveux puis la trace des dents, tout ça, ça marche plus, là. Non. Ça prend quelque chose pour identifier vraiment tout à fait. Le corps avec les cendres. C'est ça. Donc, c'est son jeton. Il est brûlé, c'est brûlé avec le défunt. Oui. Sans stainless steel, donc ça brûlera pas au complet? Non, ça brûle pas. C'est très lisible par la suite. OK.